Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de savoir nombreux à suivre ce magazine de points d'actualité. Sur ce plateau, nous avons reçu pour vous comme invité le secrétaire national. Il s'appelle Yves Kitumba. Il est chargé de finances, budget et plan au niveau du mouvement des libérations pour le Congo. En plus, l'un des porte-parole de ce mouvement. À ma gauche, j'ai le professeur René Kwambamba Mampem. Je l'ai reçu sur ce plateau comme analyste politique. Donc, avec eux, nous allons analyser quelques sujets liés à l'actualité. Là, nous avons sélectionné pour vous le mesure conservatoire prise par le chef de l'État. Nous voulons un peu savoir quelle est l'importance de ce mesure conservatoire. Juste après la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga, nous parlerons également au cours de cette émission l'élection au niveau du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Pourquoi quelques candidatures ont été débarquées par le bureau d'âge? C'est tout à l'heure avec mes invités, à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Je commence par Yves Kitumba. Le chef de l'État vient de prendre des mesures conservatoires. Nous voulons un peu savoir pourquoi. Lorsque le gouvernement est démissionnaire, il faudrait préserver les finances publiques et surtout il faudra mettre l'ordre dans l'administration. Parce que pendant cette période, il y a beaucoup de déviations qui s'y font au niveau de l'administration publique, au niveau des entreprises publiques, même les établissements publics. Il était tout à fait normal, je crois que c'est la règle dans l'administration politique, pour mettre de l'ordre, essayer de stopper les choses. Et le gouvernement, lorsqu'il expédie les affaires courantes, le gouvernement est tenu, donc notamment tous ses membres, également les entreprises publiques et les établissements publics, d'observer une discipline pendant que le gouvernement est démissionnaire. Vous ne pouvez pas être démissionnaire et engager les dépenses de l'État, engager les personnels, faire des mises en place. C'est pendant cette période où il y a beaucoup de dérapages. Il est tout à fait normal que le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de l'État, garant de la Constitution, garant du fonctionnement régulier de l'État, puisse prendre une telle mesure pour essayer de stopper, de mettre de l'ordre dans la suite avant que le nouveau gouvernement puisse entrer en fonction. Professeur René Kwambamba, est-ce qu'il y avait intérêt que le chef de l'État puisse prendre ce mesure? Dans des vieilles démocraties, dans des pays où les choses marchent normalement, on n'a pas besoin d'avoir de mesures conservatoires, tout simplement parce qu'on sait que quand on expédie des affaires courantes, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais si on le fait chez nous, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une certaine orthodoxie dans la gestion des affaires de l'État. Et on comprend donc qu'il y a une certaine crainte et que ceux qui estiment qu'ils sont pratiquement à la porte peuvent commettre certains abus. Donc c'est un peu dans ce sens-là, je crois qu'on peut expliquer. Mais en principe, lorsque le gouvernement est réputé démissionnaire, on n'a pas besoin de foncer encore la porte qui est largement ouverte. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire tout simplement que l'on ne se fait pas confiance. La confiance n'existe vraiment pas, même s'il est dit aussi que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quelles sont les mesures citées par le chef de l'État? On a demandé la suspension des engagements des dépenses publiques. On a également demandé la suspension des déplacements de missions à l'étranger, sauf des missions importantes qui seront traitées au préalable par l'avis du présidentiel et ce seront traitées au cas par cas. Donc ça veut dire on essaie un peu de recadrer et de protéger, de préserver les finances publiques. Comme l'a dit le professeur, chez nous, il y a un problème non seulement de confiance, mais d'orthodoxie de gestion. Et lorsque nous sommes dans une phase où le gouvernement est démissionnaire, vous savez, on a vu beaucoup de documents antidatés dont on engage les dépenses de l'État pendant la période démissionnaire. C'est la raison pour laquelle, pour mettre de l'ordre, le président de la République, il était tout à fait normal, c'est des us et coutumes de notre pays, c'est la culture politique de chez nous. Il faudra mettre de l'ordre et mettre des mesures pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Aujourd'hui, avec le gouvernement Ilunga, le chef de l'État pourrait, la population, soit est-ce qu'elle ne va pas subir de choc de ces mesures, voire stopper même la paie des agents? Non, là, en fait, pour ces dépenses, notamment la paie des fonctionnaires et autres, je crois qu'il n'y a aucune crainte là-dessus. Comme l'a dit
notre camarade, le secrétaire national, notre ami, c'est Yves. Tout simplement parce que il y a un problème dans la gestion orthodoxe des affaires de l'État, mais en principe, cela devait aller de soi tout simplement. Mais vous savez, c'est un peu la situation en République démocratique du Congo et dans des pays africains. Lorsque un membre de la famille est nommé à un poste de responsabilité, qu'est-ce qui arrive? Vous avez vu même, c'est tout le monde célèbre. On célèbre quoi en principe? Qu'est-ce qu'on célèbre? On dit voilà, c'est notre tour de manger. Alors que quand quelqu'un est démis de ses fonctions, on a l'impression qu'on va perdre quelque part. Donc on est retiré de notre mangeoire nationale. Alors il faut tout faire pour se servir. Il y a une certaine boulimie et ça n'honore pas en principe. Ça n'honore pas l'élite congolaise, ça n'honore pas ces cadres qui se comportent de cette façon-là. La population chronique, après cette démission de Sylvestre Ilunga, pouvait engendrer une certaine crise politique dans notre pays. Et nous voyons quand même, les choses se passent quand même avec modération. Non, je ne pense pas qu'il y aura crise ou il y aurait crise après ça, parce que c'est une conséquence logique, c'est une conséquence constitutionnelle logique, parce que le Premier ministre avait perdu déjà la confiance du peuple au niveau de la représentation nationale, et également la confiance du président de la République. Il était de tout à fait normal, nul ne peut être au-dessus de la loi, une résolution a été prise au niveau du Parlement, ça vaut la loi, et la force reste à la loi. Vous comprenez? Si le Premier ministre pourrait, à l'époque, parce qu'il s'est déjà fini, s'entêter, ça voudrait dire qu'il voulait engager un bras de fer avec le peuple, avec l'État, ce qui est interdit par la loi. En ce qui concerne les salaires, je voulais quand même compléter ça. Dans ce mesure conservatoire, sauf les salaires liés, sauf les dépenses liées à la rémunération est autorisée. Ça, c'est du point de vue social, ça se réglait, il n'y aura pas de problème dans ce sens. Mais d'autres dépenses, notamment les contrats, les paiements de fournitures et tout ça sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et c'est normal dans notre pays parce que vous savez, les nombres d'abus qu'il y a eu pendant ces périodes conservatoires qui se passent, donc il est tout à fait normal. Mais en termes de crise, je dis que le Premier ministre était obligé de se soumettre à la loi parce qu'il a dit qu'il était républicain et il était normal. Vous savez, c'est un processus politique très sévère parce que vous avez dit qu'il faut qu'il y ait changement radical. Ce changement, nous l'avons attendu depuis 2019, 2018-2019, à la fin du processus électoral. Ça a été bouleversé. Maintenant, nous sommes dans une phase où il faudra faire un nettoyage à sec parce que notre peuple devra se retrouver prochainement avec le nouveau dirigeant, prochainement avec la nouvelle gouvernance, prochainement avec des nouvelles réformes pour que tout marche sur le plan sécuritaire, social, économique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où ce processus est en train d'évoluer et vous avez l'adhésion populaire, vous avez l'adhésion de notre peuple, vous avez l'accompagnement des leaders politiques. La réussite de l'action gouvernementale dépend également de l'adhésion de notre peuple. Si le peuple s'engage à accompagner ses dirigeants, je pense que avec la volonté politique, ensemble avec le peuple, on peut avoir de réussite. Et je pense que cette fois-ci, nous n'allons plus reculer comme ça a été des années précédentes. Cette fois-ci, nous allons à l'avant pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Les problèmes qui ont assez perduré. Aujourd'hui, avec la nouvelle gouvernance, espérons qu'il y aura des textes, parce que je ne doute pas de la compétence de Congolais, je ne doute pas de la volonté politique des Congolais de vouloir changer les choses, je ne doute pas également de la volonté du président de la République ainsi que d'autres leaders politiques qui se sont engagés dans ce processus pour qu'il y ait réellement changement. Donc, pour moi, je suis tellement confiant, je veux que ce processus sévère continue jusqu'à ce que nous ayons des résultats et faire une évaluation pendant le mandat. Et en avant la démission du Premier ministre, on a vu quand même Ilunga Kamba résister à cette démarche de députés nationaux qui ont débouté le Premier ministre avec 367 voix au niveau du Parlement. Qu'est-ce qui a justifié cette flexibilité du Premier ministre en allant déposer sa démission? Le Premier ministre, en résistant, était comme dans une situation
d'une personne qui veut tenter de traverser l'Atlantique par la nage. Il y avait un problème de force en présence, de rapport de force qui était complètement déséquilibré, mais je pense que le Premier ministre était dans une certaine illusion. Il pensait sans doute qu'il y avait toujours cette majorité de FCC, mais les choses avaient changé. Vous savez, même quand il est revenu de Lubumbashi, il a dit qu'après son entretien avec l'ancien président Joseph Kabila et les notables katangais, il s'est dégagé en conseil. On lui a demandé de ne pas démissionner et d'attendre le bureau définitif. Et donc pour lui, d'abord, je pense qu'il a plus résisté parce que c'était un problème. Il avait encore de l'espoir. Oui, mais puis un problème de forme. Il aurait voulu que ça se passe au bureau, disons que sa démission ou que sa déchéance soit faite par un bureau définitif. Et donc c'est pour cela peut-être qu'il a résisté. Mais je pense qu'entre-temps, il doit avoir eu d'autres consignes parce qu'en 24 heures, il a changé radicalement dans Ilunkamba, très radical. On a vu pratiquement le Premier ministre aller auprès du président de la République comme un élève docile. Il a pratiquement loué le président Félix Tshisekedi. Et évidemment, c'est une forme de civilité. Mais tout simplement, ce que je veux dire, c'est il y avait des rapports. Il a tenté de résister, mais il a réalisé que ce n'était pas possible. Vous êtes d'avis que le professeur, parce que on a vu de tractations autour de cette réorganisation de la majorité au niveau du Parlement qui a permis à ce que Ilunkamba puisse résister à cette démarche, parce qu'il voyait déjà que les choses allaient mal pour lui, et il y a eu un bras de fer qui s'est engagé entre lui et le chef de l'État. C'était, comme on dit en politique, les essais politiques. Et vous savez, ce gouvernement a été investi par ce même député qui sont l'émanation de la population. Lorsque les députés décident, retirent la confiance qu'ils vous ont donnée, ça veut dire que vous avez perdu la confiance du peuple. On a ajouté celle du président de la République. La force reste à la loi. Vous comprenez? Donc, réglementairement, constitutionnellement, la confiance a été retirée au Premier ministre par la représentation nationale et les présidents de la République. Il fallait en tirer des conséquences logiques constitutionnelles. Et c'est ce que le Premier ministre s'est conformé, parce que je me dis, la lettre de la démission du Premier ministre n'était qu'une formalité. Parce qu'il y avait déjà une résolution, il y avait déjà vote de plus de 367 députés qui ont retiré la confiance en votant la motion de défiance. Ça veut dire, constitutionnellement, le Premier ministre n'avait plus le choix. Vous comprenez? Donc, déposer la lettre n'était qu'une formalité constitutionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où tout est déjà fini, je crois, du point de vue Premier ministre et des démissionnaires, et puis il y a des mesures conservatrices. Nous devons évoluer, voir maintenant ce qui viendra. Nous espérons que le président de la République fera des choix judicieux sur les animateurs des institutions, de telle sorte qu'il y ait calibrage des hommes politiques qui pourront apporter réellement le changement que notre peuple a tant souhaité. Vous pensez que ce changement pourrait venir de Jean-Pierre Bemba ou bien de Moïse Katumbi? Les qualités intellectuelles, professionnelles de M. Bemba, du président Bemba ou encore de Moïse Katumbi, mais je crains tout simplement qu'au bout du tunnel, qu'il y ait d'autres déceptions. Ça, il faut remonter peut-être dans les années 90 avec le gouvernement Tshisekedi qui avait été élu à la conférence nationale souveraine, et tout le monde attendait le gouvernement qu'on avait appelé le gouvernement des vertébrés. C'était ça, c'était la grande attente des conférenciers réunis au Palais du Peuple, le même palais qu'aujourd'hui. Alors après, quand le président, je peux dire le Premier ministre Tshisekedi a proclamé, quand on a proclamé, on a rendu public le nom des membres du gouvernement, la presse a ironisé en disant que c'était un gouvernement des invertébrés, parce qu'on parlait de gouvernement des vertébrés, et je me rappelle encore, et ça j'ai même mémorisé ce passage de l'article du SOF du professeur Kinkié, qui disait, parlant de ces ministres, mais je pense qu'il faisait allusion à un de ses collègues, il dit: ces ministres-là, on les a vus avec une poignée d'arachides à la main et une liquide quelconque trouvée sur la place du marché, traversant des kilomètres à pied
la distance qui sépare leur résidence de leur lieu de service. Il dit le Congo est tombé si bas qu'il mérite ce gouvernement-là. Donc on veut pas, notre ami dit, il espère que le président va faire des choix judicieux, et c'est là le problème, et ça peut être là aussi demain le talon d'Achille de l'Union sacrée, parce que lorsqu'il y a déception, c'est déçu, les rangs de déçus. Ceux qui sont déçus vont aller de l'autre côté de la rivière. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça la grande crainte qui est pas. Mais déjà, je pense pas, Tulukwe avait préparé l'opinion en disant qu'il y a beaucoup de candidats, mais il faut que les gens sachent que tout le monde ne va pas être au gouvernement. Et c'est ça le problème avec les Congolais. En fait, les gens pensent souvent que ça ne peut marcher que quand je suis là. Mais en réalité, ce n'est pas que ça marche, mais c'est pour que j'ai quelque chose en poche. Donc c'est ça le grand problème de l'élite congolaise, qui aime beaucoup se retrouver dans des zones de confort. Et pendant ce temps, on prêche, on parle au nom du peuple, tout ça. Mais on veut que ça soit, si c'est quelqu'un d'autre, même au sein du même parti, je vais pas parler de courant politique, même au sein du même parti, quand c'est mon ami, disons que nous sommes dans un même parti, et je suis candidat, il est candidat, je vais postuler lui aussi, mais s'il arrive qu'on porte le choix sur lui, et il va se faire que moi, je me sentis contrarié, et je vais peut-être même travailler contre cette personne qui appartient au même parti politique que moi. On savait tout simplement qu'il y a quelque part dans le chef de la classe politique congolaise un certain égoïsme. Et c'est depuis 1960 que ça dure. On parle peuple, on parle population, mais en réalité, on ne vise que le prolongement de son propre tube digestif. C'est ça le problème. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce que les Congolais entre eux ne s'aiment pas. Je suis défenseur d'une approche moderne de la politique. Vous savez que mon engagement en politique, c'est pour que ce pays se développe. Je me suis engagé en politique trop jeune. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait de l'échec parmi nos aînés. Vous savez, depuis 1960, c'est des mêmes crises. C'est des crises de pouvoir. Mais qui jusque-là n'arrivent pas toujours à trouver une solution. Je reste convaincu que le pays n'a pas tout perdu. Il y a une génération. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent? D'abord, il faut qu'il y ait la volonté politique. 2, le patriotisme. 3, c'est de travailler réellement pour l'intérêt de notre peuple. Et qui doit le faire? Parce que c'est vous qui êtes là. Bon, c'est la classe politique. Je me dis aujourd'hui, soyons sérieux, nous sommes dans un débat sérieux. Et que les acteurs politiques, nos leaders, c'est-à-dire Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, tous ces leaders se mettent ensemble lorsqu'ils vont se décider, même Joseph Kabila, qui se décide de mettre les égos à côté, de travailler pour l'intérêt de ce pays, je crois que ça va aller. C'est ça le problème. Il y a un fauteuil de président de la République, nous sommes 10, 20 candidats. Vous comprenez? Et toutes les crises ont eu pour soubassement le pouvoir pour le pouvoir. Qui va construire ce pays? Qui va améliorer les réseaux de transport? Qui va améliorer les systèmes de santé, l'éducation, l'économie, les infrastructures? Si nous devons rester, parce que moi j'ai peur de Madame Feza, parce qu'il est mon adversaire politique, j'ai peur du professeur parce qu'il peut me jouer, qui va construire le pays? Chacun se mettra dans une position de vouloir conserver ce qu'il a, ou soit d'aller de l'avant en termes de pouvoir pour le pouvoir. Mais je pense qu'il faudra prendre une décision politique avec patriotisme, se surpasser pour travailler pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, demander l'attente de notre peuple, le renouvellement de la classe politique, le pain, la sécurité. Est-ce qu'il faut défendre une dissertation doctorale pour mettre la paix? Je ne pense pas. C'est question de volonté politique. Et que les hommes politiques se mettent ensemble, ils disent, bon, niet, nous allons travailler pour l'intérêt de ce pays, et les choses vont aller. Et le changement que nous voulons, ça peut aller si vite. C'est question de volonté politique, et je l'espère. Il y a des compétences dans ce pays. Il y a des hommes intègres. Il y en a dans ce pays. Il y a des jeunes compétents, intègres dans ce pays. Il y en a. C'est question de volonté politique et d'un encadrement politique. Évitons nos querelles intestines et nos divisions qui nous ont jadis caractérisés
et apprenons à travailler pour l'intérêt de la population. Cette population qui souffre depuis des années, vous savez, lorsque vous maintenez une guerre pendant des décennies à l'est du pays, vous imaginez cette violence, la perte en vies humaines, cette ressource humaine que nous perdons au niveau de l'est du pays qui pouvait servir pour notre pays. Et deuxièmement, toute cette jeunesse qui est en train d'aérer, cette énergie de la jeunesse qui passe comme ça au lieu de le mettre au profit de travail pour la République, je pense qu'il faudra prendre conscience. Nous sommes en 2021, nous ne pouvons plus revoir des crises, des problèmes politiques de 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est question de prendre une décision politique et de se dire, bon voilà, nous nous engageons pour construire notre pays. Et moi, en tant que défenseur d'une approche moderne de la politique, je partage cet avis. Et d'autres amis, parce que je suivis beaucoup de commentaires. Ils disent, bon, la politique, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres préfèrent rester dans leur zone de confort, travailler dans des ONG, dans des entreprises et tout ça. Mais nous laissons le pays entre les mains de qui? Depuis 1960. En 60, je peux encore admettre, nous n'avions pas cette élite comme aujourd'hui. Cette élite devait s'engager en politique pour que les choses changent réellement. Le changement, vous ne l'aurez pas à la maison chez vous en train de critiquer ce que les autres font. Il faut venir envahir l'espace. Si les intègres, les modérés, les compétents envahissent la classe politique, je pense que nous trouverons des solutions. Donc nous sommes en direct sur ce plateau. Donc nous avons là le secrétaire national en charge de finances et budget. À ma gauche, j'ai le professeur Gabriel René Kwambamba, donc MAPEM. Donc il est professeur à l'université de Kinshasa. Professeur, aujourd'hui, le Congolais se sont mis ensemble. Ils ont mis leurs divergences de côté. Donc il y a là Jean-Pierre Bemba Gombo, il y a Moïse Katumbi, il y a le président de la République. On a vu dans le temps, ils se sont brouillés aujourd'hui. Le chef de l'État a accepté quand même que les deux personnalités soient tout autour de lui afin de faire avancer les choses. Est-ce que avec cette majorité que le chef de l'État est en train de chercher ou qu'il a déjà reçu au niveau du Parlement, est-ce que vous pensez que les choses vont aller cette fois-ci pour le mieux? Je vais évoquer une phrase de Dan Kodio, l'ancien facilitateur, vous savez, dans la crise congolaise. Analysons la situation congolaise après son échec, quand il est retourné dans une interview à Jeune Afrique. Il avait dit la classe politique congolaise est très intelligente, très brillante, mais à la fois très toxique. En latin, on dit « in cauda venenum ». Le venin se trouve au niveau de la queue. Donc, cette classe est brillante, intelligente, mais toxique. Le secrétaire national dit qu'il faut prendre une décision. Oui, on veut bien. On a pris des décisions dans ce pays, mais à quoi est-ce qu'on a abouti finalement? Je pense que, je crois qu'il y a un désir manifeste de pouvoir renouveler les esprits aussi par la classe politique congolaise. Et je suis très convaincu que les générations futures vont nous juger très sévèrement. Quand on regarde comment est-ce que les gens vivent dans la misère, vous n'allez pas descendre nécessairement dans l'arrière-pays, mais déjà ici à Kinshasa, il y a des gens qui n'ont même pas un seul dollar le jour. Et ce n'est pas juste des allégories quand on parle des familles qui mangent à tour de rôle, de gens, mais c'est quand même assez contradictoire avec un pays potentiellement riche et une population extrêmement pauvre, une des populations les plus pauvres de la planète, tout simplement à cause de l'égoïsme de la classe politique, tout simplement parce que les égos priment sur l'intérêt public. L'ancien président américain John Kennedy dit toujours ne pensez pas toujours à ce que le pays peut faire pour vous, pensez à ce que vous pouvez apporter au pays. On aimerait avoir des hommes politiques qui viennent comme serviteurs, qui viennent pour servir. Et d'ailleurs, le mot ministère en latin veut dire un serviteur. Mais chez nous, c'est le contraire. On veut être servi. Et quand on veut être servi, tout est donc permis. On veut absolument que les autres soient éliminés, je veux dire politiquement. Et ça ne va pas. Et
En tout cas, si vous demandez mon point de vue en tant qu'analyste, je reste quelque peu sceptique là-dessus au regard de ce qui se présente devant nous. On a l'impression quand on regarde la situation telle qu'elle se présente chez nous, que nous ne sommes pas, depuis Léopold II jusqu'à présent, nous ne sommes pas sortis du tunnel. Ces tunnels-là, c'est des tunnels de la pensée unique. On a vécu la pensée unique sous Léopold II, avec du sang sur les lianes, du sang des Congolais qui travaillaient dans des plantations d'EVA, Équateur, ou dans des plantations de canne à sucre, ou encore des palmiers dans le Bandundu, pour un monarque qui n'a jamais foulé les sols congolais. Et cette pensée unique a continué, et sous le maréchal Mobutu, j'ai beaucoup d'estime pour le président Mobutu, pour ce qu'il a fait pour l'unité des Congolais, et là-dessus, tout le monde est d'accord que Mobutu a forgé l'unité des Congolais. Mais il y avait une pensée unique, c'était Olinga Olingate, Ozana Impère. Alors, dans cette politique, dans cette théorie de la pensée unique, celui qui n'est pas avec le chef va être considéré comme celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Celui qui n'est pas avec le chef, on ne dit même pas qu'il est contre le chef, mais il est contre l'État. Je n'ai pas personnellement apprécié le fait que Kabound soit passé devant les députés FCC disant que il a dit que Bemba et Katumbi n'aiment pas le président de la République. Mais c'est pas une question d'amour, mais c'est pas une question d'affection, mais c'est une question tout simplement de responsabilité de ce qu'on peut apporter pour amener le pays. On ne peut pas dire comme ça qu'ils n'aiment pas le président de la République. Parlant lingala, excusez-moi, je leur ai dit qu'ils n'aimaient pas le président de la République. Mais non, je vous dis qu'ils n'aiment pas le président de la République. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas une question d'affection. Voilà justement, est-ce qu'avec une classe politique pareille, on peut penser qu'on peut aller de l'avant? On peut se mettre ensemble, on peut signer des accords, mais au bout du tunnel, je crois que les égos vont se ressurgir et chacun va chercher à voir le... En fait, quand on nomme d'abord, dans la tête des gens, ce qu'ils pensent, qu'est-ce que va être ma part? Je vais citer un homme politique. Je ne vais peut-être pas le citer de nom. Mais il m'a dit un jour, puis je lui ai posé la question, je lui ai dit, là au palais du peuple, est-ce que même les députés de l'opposition sont parfois corrompus? C'est à l'époque, donc il y a 5-6 ans. Il m'a dit oui, il faisait partie de la commission économique et financière. Et un jour, ils ont reçu un ministre qui est arrivé et on a demandé aux gens de signer, lui ne savait pas. Et après, on lui a glissé $100 ou quelque chose, peut-être un peu plus. Il a demandé c'était pourquoi et on lui dit que non, c'est pour ce que vous avez fait là pour la signature. Il a demandé qu'on puisse restituer cet argent. Mais ça, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Je ne sais pas quel jour, quand est-ce que la classe politique congolaise prendra conscience de sa responsabilité face à l'histoire. Parfois, je suis en train de me demander, est-ce que ce pays n'a engendré que le Lumumba et que depuis, voilà, il y a comme une malédiction sur le Congo. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un sursaut d'orgueil, que les gens essaient de s'abandonner, d'abandonner leur ego au profit de la nation? Et c'est ça me fait très mal, ça me fait vraiment mal. Et ma crainte, voyons voir, wait and see, mais je crains que les choses ne puissent pas. Le secrétaire national est optimiste. Peut-être on va me classer dans le contexte, dans le contexte des pessimistes qui voient un verre à moitié plein. Mais je pense que même dans son fort intérieur, quelque part, il peut me donner raison. Aujourd'hui, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba dans le cercle du chef de l'État avec Moïse Katumbi, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba Gombo va apporter quelque chose de plus dans ce gouvernement? Parce que déjà on l'accuse d'être gourmand. Non, écoutez, je ne voulais pas qu'on personnalise les débats, qu'on ne parle pas individu. Jean-Pierre Bemba, c'est le chef d'une structure qui est le Mouvement de libération du Congo, qui est dans un combat politique depuis plus de 22 ans, avec un programme précis pour la République. Ça veut dire ce programme va être appliqué et lui en tant que, parce que là où il y a une organisation humaine, vous ne pouvez pas vivre sans chef, comme dans une jungle. Donc c'est-à-dire c'est lui qui est le chef du mouvement de libération du Congo. Mais en ce qui concerne les débats politiques pour la République, il ne faut pas personnaliser Jean-Pierre Bemba. Parce que derrière Jean-Pierre Bemba, ça veut dire qu'il y a le mouvement de libération du Congo, qui a une histoire politique, d'un combat politique de plus de 22 ans, avec un programme politique à réaliser pour ce pays. Je pense, de mon point de vue, que en ce qui nous concerne, c'est-à-dire le mouvement de libération du Congo, nous allons apporter notre touche.
Nous l'avons déjà fait dans ce pays. 1+4, vous pouvez voir les chiffres se trouvent à la Banque centrale, parce que nous avons eu la charge de gérer les finances publiques. Vous avez les chiffres, vous pouvez aller à la Banque centrale vérifier comment l'orthodoxie a été à jour pendant la gouvernance d'un +4. Je ne dis pas que nous allons faire mieux que les autres, mais je pense apporter notre contribution à l'édifice. Parce que nous tous, personne ne suffit à lui seul. Ça veut dire que si nous apportons notre expertise, notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de gérer, l'UDPS apporte sa part, Ensemble apporte sa part, les autres composantes AFDC, les autres apportent le leur, nous le mettons ensemble. Ce qui nous unit, c'est le Congo, l'intérêt de notre peuple. Et chacun d'hommes politiques a quand même une vision pour l'intérêt national. Je comprends le professeur parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Ça, je comprends parfaitement qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Mais je pense que, monsieur le professeur, le pays n'a pas tout perdu. Ça, il faut être convaincu que le pays n'a pas tout perdu. Il n'y a pas que des mauvais gestionnaires dans la classe politique. Il n'y en a pas. Vous savez, lorsque Mosé est arrivé dans son pays, il a tracé une ligne. Au bout de quelques secondes, il y a eu de l'ordre qui s'est rétabli, notamment dans le secteur du transport, dans notre façon de vivre, dans la révolution de la mentalité. Du coup, après 1998, 2 août, c'est tout ça la guerre, et puis on a perdu le sens. Nous sommes revenus dans nos anciennes habitudes. Je dis encore et je le répète, c'est question de volonté politique et de prendre une décision politique. Moi, je prends une décision politique, comme d'autres leaders politiques prennent des décisions politiques pour dire on s'abandonne pour travailler pour l'intérêt de cette population qui a tant souffert. Et je crois, je suis convaincu, parce que lorsque vous voyez tous les leaders, ils parlent au nom du peuple. Tous les leaders ne parlent que pour l'intérêt du peuple. Quand vous suivez les discours, c'est pour l'intérêt du peuple. Il faut le matérialiser. Nous devons également avoir un peuple exigeant. Mais nous sommes experts dans de beaux discours. Non, non, attendez. Je dis qu'il faut avoir aussi un peuple exigeant pour pousser aussi la classe politique à travailler. Mais parce que vous, le politique, vous avez déjà fragilisé. Raison pour laquelle je fais toujours cet appel à l'élite. Ceux qui se considèrent que la politique ne le concerne pas, la jeunesse qui abandonne, voilà, laisser le pays gérer entre les mains des autres, de venir envahir l'espace. Moi seul, dans un panier où il y a tout ce monde que vous citez, je ne vais pas réussir. D'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres personnes éprises de sens de patriotisme peuvent nous rejoindre pour que nous menions le combat à l'interne et essayer de renverser la courbe de choses. Je reste encore avec vous pour parler cette fois-ci de l'élection au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidatures qui ont été débarquées. Votre point de vue par rapport à ces candidatures? J'ai lu la loi. Et aussi la candidature de votre j'ai lu la loi. Jacques Njoli, qui a été débarqué. Non, j'ai lu la loi. Oui. J'ai lu également la décision du président du bureau d'âge. Symétriquement, je me dis, on a demandé à ce qu'il y ait des pièces à présenter, notamment la lettre de consentement du regroupement ou du parti politique. Beaucoup d'indépendants n'ont pas respecté ça, du point de vue loi. Et lorsque je lis l'article 25, 26, 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement écrit au niveau de l'élection à l'Assemblée nationale du bureau. D'abord, c'est réparti en termes de majorité-opposition. Les fonctions, les charges de l'opposition sont connues, les charges également de la majorité sont connues. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a eu cet effet. Donc il n'y a pas de charge pour les indépendants? Non, il n'y en a pas, ce n'est pas écrit. Okay. Ce n'est pas écrit. Et lorsqu'un indépendant veut postuler, il faut être indépendant au départ. C'est comme ça que c'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le règlement intérieur qu'ils ont adopté eux-mêmes. Et dans la décision du président du bureau d'âge, on a répété qu'il faut qu'il y ait consentement. Lorsque vous me posez la candidature du professeur Njoli, je pense que chaque maison a ses petits problèmes. Hein. Je pense qu'il y a eu un problème de réglage au niveau interne. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions en interne? Parce qu'on avait dit, est-ce qu'il y a eu des négociations politiques et qui ont été réglées. Et je suis convaincu que l'information est arrivée en retard. Sinon, si le prof savait qu'il y avait un autre candidat déjà désigné, il n'allait pas déposer.
Donc je pense qu'il a eu l'information en retard, c'est pourquoi il a déposé la candidature. Mais Jacques Njoli n'est pas quand même n'importe qui au sein du MNC. Comment est-ce que cette information peut arriver à l'échapper? Je suis en train de répéter qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Nul n'est indispensable, on doit être logique. On doit être logique, nul n'est indispensable. Il y a des étudiants qui sortent de l'université à peine, qui sont très brillants, que les gens qui ont fini pendant il y a 20 ans passés. Donc ça veut dire que, je répète qu'il y a eu un problème d'information au niveau du parti. Le parti a décidé à désigner notre personne. Le choix du parti est porté... Oui, je crois que le professeur a eu l'information en retard. Parce que s'il est informé, c'est un monsieur vraiment qui respecte la loi, c'est un républicain, il n'allait pas déposer sa candidature. Et j'ai lu ses écrits avant d'arriver ici, il a dit qu'il soutenait la candidature du parti. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème d'information. Ce problème d'information est lié à un problème technique interne. Donc je pense que ce problème a été réglé au niveau interne et aujourd'hui, nous portons le candidat que le parti a amené au niveau de l'Assemblée nationale et nous pensons que le ticket Union Sacrée va passer. Il y a quand même, vous avez quand même à dire par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Yves dit que l'information, le professeur n'avait pas eu l'information, ça veut dire quelque part, justement, heureusement qu'il le reconnaît, qu'il y a eu quelques soucis au niveau de la communication et peut-être une sorte d'euphémisme de la part de M. Yves, le secrétaire national, et peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'ils nous disent, peut-être si M. Njoli n'est plus dans les bonnes grâces. Mais j'apprécie le fait qu'ils disent que il y a beaucoup d'intellectuels, le message est passé et donc il ne faudra pas penser que seulement le même figure. Voilà, les mêmes figures peuvent renouveler. Je découvre le secrétaire national, je pense que il est très compétent et je crois qu'il peut défendre bien son parti à différents postes de responsabilité. Et c'est peut-être ça aussi le grand problème avec la République démocratique du Congo, les aînés qui ont occupé des postes de responsabilité. Et c'est ça depuis 1960. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait une émergence de la jeunesse. Vous voyez que non, on tient les autres un peu à l'écart. Ils n'ont pas d'expérience. Oui, ils n'ont pas d'expérience. C'est un peu ça. Et, mais pour ce qui est... le secrétaire national Yves il a lu les règlements intérieurs, il a lu, mais je pense que pour ce qui est de bon sens, on verrait quand même qu'il y a une certaine contradiction dans le chef de la Cour constitutionnelle. On a l'impression que quelque part, ça c'est vraiment l'impression, ça c'est mon point de vue. J'ai l'impression que quelque part, la justice est un peu caporalisée par l'exécutif et l'interprétation est toujours biaisée. L'interprétation se fait toujours en fonction de celui qui détient le pouvoir, des intérêts politiques. Donc et on ne veut pas contredire celui qui a les rênes du pouvoir en République démocratique du Congo. Sinon, pourquoi est-ce qu'on considère un député comme un élu? Il a été élu national et pourquoi qu'on ne peut pas se présenter? Je vous parle la parole, mais en parlant de la contradiction des arrêts de la Cour, vous faites allusion à quel arrêt déjà rendu qui a... Oui, je pense peut-être au fait qu'on ait laissé le bureau d'âge aller au-delà de ses prérogatives. En 1965, nous sommes en septembre 1965, il y a eu crise au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, et il y a eu un bureau d'âge qui était dirigé par M. Derekoy. Et ce bureau d'âge a travaillé d'arrache-pied pendant 11 jours, et au bout du tunnel, il y a eu élection, et c'était M. Yvan Kimpiop qui a été élu avec ses 3 collaborateurs. Moi, je me dis que quelque part, au-delà du juridisme, il y a des calculs politiciens, tout simplement parce que j'ai l'impression que parfois on a tendance à mettre la charrue devant le bœuf. C'est vrai que c'est cette même majorité. Mais puisque c'est cette même majorité des députés qui ont déchu le Premier ministre, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre justement qu'il y ait installation du bureau définitif, parce que c'est la majorité n'aurait pas changé. Pourquoi? Quels sont ces calculs? Ça, je ne sais pas répondre vraiment à cette question, mais je pense que j'aurais bien voulu que l'on laisse les candidats se présenter, quitte
quitte à l'électorat de pouvoir faire le choix. Quelque part, on a l'impression qu'il y a une certaine peur et qu'on a un peu peur de peut-être avoir la surprise de 2006 avec l'élection de Kengoa Dondo, qui n'était pas le candidat favori de la majorité à l'époque au niveau du Sénat. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que on est une démocratie ou on est une démocratie ou on ne l'est pas. Et quand on est une démocratie, on doit avoir le jeu tout à fait franc pour que tout le monde ait les coudées franches. Nous tendons vers la fin de cette émission. Yves Kitumba, aujourd'hui, le président du bureau d'âge risque d'être traduit en justice par le collectif de députés qui ont été débarqués de la course du bureau définitif. Il n'y a pas de commentaire à faire lorsqu'il y a une action en justice qui essaie de s'ententer. Il faut laisser que la justice se prononce. Et s'ils sont armés, qu'ils ont des éléments de droit et que leurs droits ont été tout à fait violés, je crois que la justice va le rétablir. À ce stade, je n'ai pas de commentaire à faire. Attendons que la justice se prononce à ce sujet. Mais je pense que nous sommes dans une entreprise politique. Vous savez, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est une institution de tous les enjeux politique. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer le jeu politique qui se passe là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Et ne jamais oublier que la politique précède le droit. Mais lorsque le professeur me parle de bon sens, je suis également d'avis qu'il faut qu'il y ait des bons sens, surtout pour l'intérêt de la nation. Surtout pour l'intérêt de la nation. Donc laissons, ils sont dans leurs droits. Lorsqu'ils se sentent lésés, de saisir les instances compétentes pour essayer de trouver gain de cause. Et moi, je pense que la loi va les départager au niveau de la justice. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 1 minute, professeur, pour clore cette émission. Oui, je suis très content d'avoir eu à débattre avec M. Yves Kitumba, le secrétaire national et co-porte-parole du MLC. Et je pense qu'il y a un besoin réel du renouvellement de la classe politique congolaise, et je suis très heureux et très honoré d'avoir été avec quelqu'un de très talentueux et qui sait vraiment débattre et qui a quelque chose dans le ventre. Professeur, je suis très flatté. Merci Votre beaucoup. mot, ouais. Le mot de clôture, c'est, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est d'appeler la jeunesse, de venir s'engager, au moins des jeunes qui ont des idées, pour essayer d'apporter des solutions à nos problèmes de la République, de venir nous rejoindre, que nous soyons nombreux dans cette classe politique pour essayer de changer les choses. Parce que les générations futures, nos enfants auront droit à vivre dans un pays calme. Qu'est-ce que nous allons laisser? Quel héritage que nous allons laisser? Nous, on va laisser quelque chose, nous devons laisser également quelque chose pour les générations futures. Il y a un petit mot par rapport à la campagne au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je ne suis pas député. Je pense que ici à la télé, c'est question de mobiliser les députés et de faire le choix utile, les choix du changement. Je crois que comme nous faisons partie intégrante de cette majorité parlementaire qui a été récemment identifiée, je pense que c'est le soutien du ticket Union sacrée pour la nation. Dans notre hymne national, il est dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Je suis vraiment complètement troublé par ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo avec des massacres à répétition à Beni. Et je suis très solidaire de mes frères et sœurs de l'autre côté. En fait, pour rappeler cet hymne national, peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, on est en train de peupler le sol congolais, mais le pays est en train d'attendre toujours depuis 1960. On n'a toujours pas encore assuré la grandeur de notre pays. On n'a pas toujours assuré jusque-là la grandeur de la République démocratique du Congo. C'est avec ces mots du professeur Rémi Kombamba que nous mettons un terme à cette émission. Madame, Messieurs, merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Retrouvez la rediffusion de cette émission à 20h45 sur la même chaîne. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.